Ce qu'on a vu nous a scotché, une vieille poupée, habillée dans une jolie petite robe rose, parlait avec sa grand-mère. Mon père a rencontré Adeline en 2005, dans une église. C'était une femme des Antilles, avec un charme indéniable et une aura qui attirait immédiatement l'attention. Elle avait des traits doux, un sourire qui semblait apaisant, mais quelque chose en elle m'a toujours laissé une impression étrange. Pourtant, elle était gentille avec moi, s'intéressait à ma vie et me posait souvent des questions sur mes études ou mes amis. Mais derrière cette gentillesse, il y avait une lourdeur, une énergie que je n'arrivais jamais à définir. Je me disais que c'était peut-être juste ma méfiance habituelle envers les nouvelles personnes dans la vie de mon père. Mon père et Adeline sont sortis ensemble pendant des années. Ils n'ont jamais parlé de mariage, mais ils étaient inséparables. Il semblait profondément amoureux d'elle, toujours prêt à faire ce qu'elle voulait. Mais malgré leurs moments heureux, cette sensation de malaise persistait en moi. J'essayais de l'ignorer, de me dire que c'était juste une fausse impression. Pourtant, il y avait des petits moments où son regard se faisait froid, où ses paroles prenaient un ton plus acerbe sans raison apparente. Ça ne durait jamais longtemps, mais c'était suffisant pour raviver mon malaise. En 2019, mon père est tombé gravement malade. Une maladie soudaine, brutale, qui l'a consumé en quelques mois. Ce qui m'a surpris, c'est qu'il a transféré une grande partie de son argent sur le compte d'Adeline, sans en parler à personne. Il n'était pas marié, et pourtant, c'était comme s'il avait décidé de lui laisser tout. Je ne comprenais pas, mais je me disais que c'était peut-être par amour ou par peur de ce qui l'attendait. Après sa mort, j'ai essayé de garder contact avec Adeline. Mais ce n'était plus la même personne. Celle qui me posait des questions sur ma vie, qui semblait si attentionnée, avait disparu. Elle me parlait comme si j'étais insignifiant, me jetant des insultes à demi-mot, me méprisant ouvertement. Ces appels étaient rares, mais quand ils arrivaient, c'était pour exiger quelque chose ou me faire sentir que je n'étais rien à ses yeux. Cela me blessait, mais je gardais mes distances. Un jour, elle m'a contacté pour me demander d'aller chez mon père récupérer des affaires. Elle avait besoin des clés. Avant de les lui donner, je me suis dit que j'allais passer voir la maison, peut-être ranger un peu, m'assurer que tout allait bien. En fouillant la maison, je suis tombé sur des choses troublantes. Derrière les toilettes, caché dans un coin, il y avait une sorte de bol. Dedans, une branche, mais pas une branche ordinaire. Elle avait une forme triangulaire, et une étrange poudre noire remplissait le fond du bol. Mon estomac s'est noué, mais ce n'était pas tout. En haut de certaines armoires, j'ai trouvé des petits sachets contenant des pierres et des crânes d'oiseaux. Ces crânes n'étaient pas de simples objets de décoration. Ils avaient quelque chose de dérangeant, de malsain. Intrigué et inquiet, j'en ai parlé à une amie. Elle m'a écouté attentivement, et quand je lui ai décrit ce que j'avais vu, son visage s'est assombri. Elle a sorti son téléphone et m'a montré des articles sur des rituels vaudous. Mon cœur s'est serré. Ce que j'avais vu chez mon père correspondait exactement à ces descriptions. Des rituels de contrôle, de manipulation, des choses que je ne voulais pas croire possibles. Cette femme, Adeline, elle avait jeté un sort sur mon père. Peut-être quelle était la raison pour laquelle il était tombé malade, la raison pour laquelle il l'avait aveuglément confié son argent, son héritage. Je me suis senti envahi par une colère sourde et une peur profonde. Comment avais-je pu ne rien voir ? Comment mon père avait-il pu être victime d'une telle manipulation ? J'ai pris mon téléphone et je l'ai appelé. Mon cœur battait fort dans ma poitrine. Dès qu'elle a décroché, je lui ai demandé des explications. Je lui ai raconté ce que j'avais trouvé, lui ai parlé des sachets, des crânes, de la branche. Au moment où j'ai mentionné ces objets, elle est restée silencieuse. Puis, sans un mot, elle a raccroché. Je l'ai rappelée, encore et encore, mais elle ne répondait plus. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. C'est comme si elle avait disparu, s'évanouissant dans l'air après avoir pris tout ce qu'elle voulait. Je me demande encore aujourd'hui si j'aurai un jour des réponses. Mais une chose est certaine, mon père a été victime de quelque chose de bien plus sombre que je n'aurais jamais pu imaginer. Quand j'avais environ 13 ans, ma relation avec ma grand-mère a pris un tournant étrange et effrayant.
Elle croyait profondément aux esprits, aux forces invisibles et aux sorcières. Ce n'était pas seulement des histoires pour elle, mais une réalité avec laquelle elle vivait au quotidien. Elle avait aussi un côté sombre que tout le monde dans la famille connaissait, mais dont personne ne parlait ouvertement. Parfois, elle utilisait des poupées vaudou pour faire du mal à ceux qu'elle n'aimait pas. Il y avait des rumeurs persistantes dans la famille et dans notre communauté. Certains disaient que, quand ma grand-mère en voulait à quelqu'un, il ne valait mieux pas être dans ses mauvais papiers. Les personnes qui l'avaient contrariée tombaient souvent malades sans explication ou voyaient leur vie sombrer dans des événements étranges. Un jour, j'ai moi-même fait quelque chose qui l'a mise vraiment en colère. Je ne me souviens plus exactement de ce que c'était, peut-être une simple désobéissance d'adolescent, mais je me souviens très bien de son regard sombre et de ses mots glaçants, « Tu vas le payer ». À cet âge, je n'avais jamais pris au sérieux ses avertissements, mais cette fois, j'ai senti un malaise inexplicable. Cette nuit-là, tout a commencé. Je me suis réveillé vers 3 heures du matin avec une étrange sensation. En ouvrant les yeux, j'ai vu un petit garçon, portant un t-shirt vert, se tenir dans ma chambre. Il me fixait avec une intensité troublante, et malgré ma peur, je ne pouvais pas détourner le regard. Il est resté là, immobile, pendant ce qui m'a semblé une éternité, puis soudainement, il a couru à travers la porte en riant, comme si cela était un jeu. Mon cœur battait à tout rompre, mais je pensais que ce n'était qu'un rêve. Mais environ une demi-heure plus tard, une autre silhouette est apparue. Cette fois, c'était un adolescent, peut-être âgé de 15 ans. Il me regardait fixement, marmonnant des paroles incompréhensibles. J'étais pétrifié. Peu importe combien j'essayais, je ne pouvais ni parler, ni crier, ni même bouger. Je pouvais seulement le regarder, paralysé par la peur. Puis, comme le premier, il a disparu sans laisser de traces, comme s'il n'avait jamais été là. La nuit suivante, à la même heure, j'ai été réveillé par des cris. Il me semblait qu'il y avait des dizaines de voix dans ma chambre, hurlant des choses horribles. Elles me disaient de me faire du mal, de tuer ma famille. Des pensées sombres envahissaient mon esprit, des voix insidieuses qui me poussaient vers la destruction. La panique m'a submergé, et le lendemain, j'ai décidé de parler de tout cela. Ma famille, bien consciente des pratiques de ma grand-mère, m'a oint avec de l'huile bénite, et après ça, tout s'est calmé. Les voix ont disparu, les visions aussi. Mais plus tard dans la journée, je devais affronter ma grand-mère. Dès que je l'ai vue, j'ai senti une vague de malaise m'envahir. Elle m'a regardé avec son sourire en coin, et dès que je l'ai prise dans mes bras pour la saluer, je suis tombé instantanément malade. C'était comme si quelque chose m'étouffait, m'écrasait. Ma grand-mère n'a rien dit, mais elle n'avait pas besoin de parler. Son sourire suffisait. Encore une fois, on m'a oint, et tout est rentré dans l'ordre. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais osé la contrarier. Je ne sais toujours pas comment elle faisait ce qu'elle faisait, mais je suis convaincu qu'elle avait des pouvoirs bien réels, et qu'elle savait les utiliser, pour le meilleur ou, malheureusement, pour le pire. Il y a quelques jours, mon pote m'a appelé pour prendre des nouvelles. Le gars venait tout juste de sortir de prison la semaine dernière et essayait de voir qui était encore dans les parages. Il a appris que je n'étais plus sur la côte ouest, ce qui l'a un peu déçu, mais ensuite, la conversation a dérivé sur la maison de sa grand-mère et à quel point tout ce qu'elle faisait était flippant. Un peu de contexte sur nous deux, on a grandi dans le même quartier, la maison de sa grand-mère était à 4 maisons de celle de ma tante. Mon pote est haïtien, et sa grand-mère venait des îles. Elle suivait une religion qui rendait leur maison vraiment bizarre à fréquenter. Des gens venaient chez elle pour des sortes de messes avec beaucoup de chants rituels. Il y avait une rumeur selon laquelle elle pratiquait la magie noire et invoquait des esprits et des trucs du genre. Une fois, un dealer s'était fait tirer dessus dans le quartier, et avant que la police n'arrive, elle était sortie en courant pour ramasser le sang du gars qui s'écoulait sur le trottoir. Dans un quartier rempli de familles asiatiques et hispaniques super superstitieuses, ça avait attiré pas mal d'attention. Personne ne voulait vraiment traîner avec mon pote parce qu'ils avaient tout peur de sa grand-mère, sauf moi, parce que je suis ce genre de gars cool. J'allais chez lui de temps en temps, mais je trouvais toujours leur maison super angoissante. Les tableaux sur les murs semblaient me fixer peu importe où je me plaçais. Si j'étais chez lui la nuit, on entendait des bruits de pas partout sur les planchers en bois, comme si des petits pieds couraient. J'avais toujours l'impression que quelque chose me regardait,
j'ai même aperçu plusieurs fois des ombres qui nous observaient au coin des portes. Les lumières s'allumaient et s'éteignaient toutes seules la nuit, et les portes claquaient sans raison. Une fois, on a carrément vu un visage sortir du mur du salon et disparaître. J'ai dormi chez lui une fois, et je me souviens que la couverture m'a été tirée plusieurs fois durant la nuit. Mon pote m'a dit qu'il avait été carrément poussé hors de sa place sur le canapé ce soir-là. Mais l'expérience la plus effrayante qu'on a eue ensemble concernait la chambre de sa grand-mère. Elle nous avait toujours dit de ne jamais y entrer, ce qui, compte tenu du contexte, paraissait assez logique. Un soir, juste avant que je ne rentre chez moi, on passait devant sa chambre et on l'a entendu parler à quelqu'un. Étant les idiots de 10 ans que nous étions, on a décidé de jeter un coup d'œil par l'entrebâillement de la porte. Ce qu'on a vu nous a scotché, une vieille poupée, habillée dans une jolie petite robe rose, parlait avec sa grand-mère. Oui, sa bouche bougeait, et elle parlait. Sa grand-mère et la poupée discutaient de quelque chose, mais je ne comprenais pas parce que c'était en créole haïtien. C'était tellement choquant à voir que ça m'a glacé le sang. Après ça, je n'ai plus jamais mis les pieds chez lui la nuit. Depuis, cette image me hante, et même aujourd'hui, je me demande encore ce qui se passait vraiment dans cette maison. Ma tante est décédée d'un cancer. Elle était couturière, donc lorsque nous sommes rentrés de l'hôpital pour vider la maison, dans une famille musulmane asiatique, des centaines de personnes viennent pour le deuil, donc les meubles sont enlevés pour laisser plus d'espace au sol. L'une des premières choses que nous devions déplacer était sa machine à coudre industrielle géante. C'était une de ces grosses machines, lourdes, attachées à une table en métal. Il a fallu 4 hommes costauds, tous mesurant plus de 1,80 m, pour la soulever et la sortir du salon. Lorsque la machine a été déplacée, j'étais celle qui passait l'aspirateur dans cette pièce. J'ai vu l'un des pieds en caoutchouc de la table se détacher et un petit bout de débris tomber de l'un des pieds de la table. Pensant que c'était simplement des morceaux de caoutchouc cassés, je suis allé nettoyer. Mais en m'approchant, je me suis rendu compte que c'était en fait un petit paquet de soie noire, enveloppé dans du film plastique. Ne comprenant pas ce que c'était, j'ai appelé les autres pour qu'ils viennent voir. Il s'est avéré que c'était une forme de malédiction, ce que l'on appelle un tavé dans l'islam. Mon cousin, le fils de ma tante décédée, a expliqué qu'elle avait déjà consulté un cheikh, une sorte de médium islamique, qui lui avait dit qu'une malédiction avait été cachée dans sa maison, mais qu'elle ne la trouverait jamais. Selon lui, cette malédiction était un sort que quelqu'un avait jeté pour qu'elle ne se remette jamais de son cancer. Il est facile d'entendre parler de ce genre de choses et de choisir de croire ou non. Mais ce qui rendait la situation encore plus terrifiante, c'était que, A, il avait fallu 4 hommes imposants pour déplacer cette machine, donc personne n'aurait pu discrètement cacher ce paquet sous un des pieds de la table, et B, le cheikh avait raison, la malédiction n'aurait jamais été trouvée avant sa mort, car personne n'aurait eu l'idée de déplacer la machine à coudre qui était là depuis son emménagement. Selon le folklore entourant ces malédictions, ceux qui se lancent dans ces pratiques vendent essentiellement leur âme au diable ou au djinn, et ce sont ces entités sombres qui cachent les malédictions pour eux. Cette découverte a vraiment jeté une ombre sur tout le processus de deuil. C'était comme si, même après sa mort, ma tante était encore liée à quelque chose de sinistre que personne n'aurait pu deviner. Quand Jean est revenu au village après sa disparition de 3 ans, personne n'y croyait. On l'avait tous vu partir, et il n'avait jamais donné signe de vie. Tout le monde pensait qu'il était mort. Mais un matin, il était là, debout devant sa maison, comme si de rien n'était. Ses vêtements étaient usés, ses cheveux en désordre, et il parlait à peine. Je me souviens encore de la première fois où je l'ai croisé après son retour. Il avait changé. Ce n'était pas seulement son apparence, c'était son regard. Ses yeux étaient vides, comme s'il avait laissé une partie de lui derrière. Tout le village parlait de lui, mais personne n'osait lui poser de questions. Un soir, j'ai décidé de lui rendre visite. Jean et moi étions proches avant sa disparition. En entrant dans sa maison, l'air était lourd, presque irrespirable. Il était assis dans le noir, les yeux fixés sur une vieille photographie de lui et sa famille. Je l'ai appelé par son nom, mais il ne répondait pas. Finalement, il a murmuré, « Ils m'ont ramené ». Je n'ai pas compris sur le moment, mais il a répété cette phrase encore et encore. « Ils m'ont ramené ».
J'ai tenté de lui demander qui il était, mais il s'est brusquement levé, ses mouvements raides et mécaniques. « Je ne devrais pas être là », a-t-il ajouté, avant de quitter la pièce, me laissant seul dans un silence assourdissant. Les semaines ont passé, et Jean continuait de se comporter étrangement. Il ne dormait jamais, ne mangeait presque rien, et semblait plus absent que jamais. Un jour, alors que je fouillais dans les archives du village, je suis tombé sur des légendes locales concernant le vaudou. Les anciens croyaient que certaines personnes pouvaient être ramenées à la vie, mais sans leur âme. Des coquilles vides, obéissant à celui qui les avait ressuscitées. C'est alors que j'ai commencé à faire le lien. Jean avait disparu juste après un étrange incident dans le village. Une femme mystérieuse, prétendant être une prêtresse, avait été vue rôdant autour de sa maison. Depuis, elle avait disparu, tout comme Jean à l'époque. Une nuit, j'ai décidé de suivre Jean. Il se rendait souvent à un vieux cimetière à la périphérie du village. En le suivant à distance, je l'ai vu s'arrêter devant une tombe. Il s'est agenouillé et a commencé à creuser à main nue. Je l'ai observé en silence, terrifié. Quand il a sorti un objet du sol, une poupée en tissu avec des aiguilles plantées dans le cœur, j'ai compris qu'il était sous le contrôle de cette prêtresse. J'en étais plus lui-même. Il n'était qu'un instrument entre les mains de quelqu'un d'autre. Quelques jours plus tard, il a de nouveau disparu, cette fois pour de bon. Les anciens disaient qu'il avait été rendu. Je ne sais pas où il est, ni ce qui lui est vraiment arrivé, mais une chose est sûre, il n'était jamais vraiment revenu. Il y a quelques années, je dormais dans mon lit, dans ma maison située en pleine montagne, près d'une forêt nationale. J'étais seul tout l'été, et je passais la plupart de mes journées à dormir, entouré par la tranquillité des montagnes dans un petit quartier non incorporé. Un jour, j'ai fait un rêve extrêmement vif. Parfois, je faisais de la paralysie du sommeil, et je voyais des ombres menaçantes près de mon lit, prêtes à m'attaquer. Mais cette fois, c'était différent. Au lieu des ombres, il y avait un homme normal. Il avait l'air de venir tout droit des années 70, avec un style vestimentaire assez classique pour l'époque. C'était un homme afro-américain, peut-être dans la vingtaine, vêtu d'un t-shirt rouge et d'un jean bleu. Dans mon rêve, cet homme se tenait près de mon lit, en train de me parler. Ce qu'il disait était très clair. Il pointait du doigt l'étagère supérieure de mon placard et disait « Tu devrais te débarrasser de ce vaudou ». Son doigt indiquait un endroit précis. À cet instant, je me suis réveillé brusquement. Je voulais savoir si c'était juste un rêve ou si cela avait une part de vérité. Je me suis levé pour regarder dans mon placard, là où il avait pointé. Je n'avais jamais utilisé cette étagère supérieure depuis que j'avais emménagé, donc je pensais que je ne trouverais rien. Mais en fouillant un peu, en atteignant le fond de l'étagère, j'ai senti quelque chose de caché derrière la planche de bois. J'ai tiré un objet dissimulé délibérément, un rouleau de papier. En le déroulant, une tresse de cheveux dorés est tombée. Le papier roulé avait quelque chose d'écrit dessus, en cursive, dans une langue que je ne pouvais pas lire, et accompagné de symboles étranges. C'était comme un message codé. À cet instant, j'ai réalisé que ce n'était pas qu'un simple rêve. C'était bien plus. J'avais trouvé une preuve physique et tangible du paranormal, quelque chose de réel. Après des recherches, j'ai découvert que cette tresse cachée dans ma maison était ce que l'on appelle une échelle de sorcière, un objet de magie noire. L'esprit de cet homme afro-américain m'avait révélé que le vaudou était une véritable force dans notre univers. Cette révélation a profondément changé ma vision du monde. Ce n'était plus seulement des histoires ou des mythes, c'était réel. Avant de disparaître, l'esprit m'a donné un dernier message. Il m'a dit que mes t-shirts et posters de heavy metal dans ma chambre possédaient une énergie négative. Puis, il a prononcé ces derniers mots avant de partir, « Jésus est roi » et il m'a conseillé de continuer à jouer de la guitare. À cet instant, il s'est transformé en une sorte d'animal spirituel, un panthère noir au reflet de pierres précieuses. L'apparition était d'une puissance que je n'avais jamais imaginée. Quant à la tresse de cheveux, je l'ai placée dans un sac en plastique hermétique. Je ne pouvais pas simplement m'en débarrasser. C'était une preuve inestimable. Je veux l'étudier, la comprendre. Peut-être même la faire analyser dans un laboratoire pour voir si elle émet des champs électromagnétiques étranges. Imagine si nous pouvions réellement mesurer la magie noire.
Ce serait l'une des plus grandes découvertes de notre temps. Je pense que cette « échelle de sorcière » pourrait être une arme secrète utilisée contre l'humanité, particulièrement entre les mains de sorciers ou de praticiens de magie noire infiltrés dans des gouvernements ou des grandes corporations. Je sais que certains d'entre vous auront du mal à me croire, surtout avec l'aspect religieux de l'histoire, mais je vous assure que tout cela est vrai. Si vous le souhaitez, je peux même vous fournir des photos pour appuyer mon récit. Merci de m'avoir écouté, j'ai essayé de résumer au mieux mon expérience. Quand j'ai accepté ce travail de journaliste dans une petite ville côtière de la Louisiane, je ne m'attendais pas à ce que ma vie prenne un tournant aussi étrange. La ville semblait calme, presque endormie, avec ses rues étroites et ses maisons en bois délabrées par le temps. Pourtant, dès mes premiers jours sur place, j'ai commencé à entendre des murmures à propos d'une secte vaudou qui contrôlait la communauté dans l'ombre. Les gens avaient peur d'en parler ouvertement, mais j'ai vite compris que quelque chose ne tournait pas rond. Un soir, après quelques verres dans un bar local, un vieil homme m'a approché. Il m'a dit de faire attention, de ne pas m'approcher de la vieille église abandonnée à la sortie de la ville. « Ils y font des choses que tu ne veux pas voir », m'avait-il murmuré avant de disparaître dans la nuit. Évidemment, ma curiosité a été piquée. Quelques jours plus tard, je me suis aventuré près de l'église. Elle était en ruine, envahie par la végétation, et une lourde chaîne rouillée barrait l'entrée. Mais ce n'est pas ce qui m'a arrêté. C'était l'odeur. Un mélange de chair brûlée et de terre humide. Je suis resté là un moment, à contempler ce lieu sinistre, quand j'ai entendu des chants étouffés provenant de l'intérieur. Des voix graves, mélodieuses, qui semblaient appeler quelque chose. Le lendemain, j'ai tenté d'interviewer quelques habitants sur ce que j'avais vu et entendu. Mais personne n'a voulu me parler. Les regards devenaient fuyants, les discussions s'arrêtaient brusquement dès que j'évoquais l'église. Mon rédacteur en chef m'a même averti de ne pas insister, que je risquais de réveiller des choses qui devaient rester enterrées. Mais je ne pouvais pas abandonner. Je suis revenu la nuit suivante. Cette fois, j'ai réussi à forcer la chaîne et à entrer. L'intérieur était bien pire que ce à quoi je m'attendais. Des symboles étranges étaient gravés sur les murs, et au centre de l'église, un cercle de bougies entourait une poupée vaudou, à moitié brûlée. Le sol était jonché de plumes, de crânes d'animaux, et d'objets rituels que je n'osais même pas toucher. Alors que je m'apprêtais à partir, j'ai entendu un craquement derrière moi. Une dizaine de personnes, habillées de longues robes noires, se tenaient dans l'ombre. Je n'avais pas remarqué leur arrivée. Ils ne parlaient pas, mais leur regard était braqué sur moi, perçant. L'un d'eux, un homme grand et maigre avec des yeux vides, s'est avancé. « Tu n'aurais pas dû venir ici », a-t-il murmuré, sa voix résonnant dans le silence de l'église. Avant que je ne puisse réagir, ils se sont tous mis à chanter en cercle autour de moi. Je ne comprenais pas les paroles, mais je ressentais une pression grandissante dans ma tête, une sorte d'étau invisible qui se resserrait. J'ai tenté de bouger, mais mes membres étaient comme paralysés. Mon esprit hurlait de terreur. Je ne me souviens pas de comment je suis rentré chez moi cette nuit-là. Tout ce dont je me rappelle, c'est de m'être réveillé chez moi, couvert de sueur, avec la sensation d'avoir échappé de peu à quelque chose de bien plus sombre que ce que je pourrais comprendre. Depuis ce jour, j'évite de parler de ce que j'ai vu. Mais parfois, la nuit, je sens encore leur regard sur moi. En revenant de mes vacances en Haïti, je ramenais avec moi un petit souvenir. C'était un masque en bois, sculpté à la main, que j'avais acheté sur un marché local. Le vendeur m'avait dit qu'il portait chance et protection. Sur le moment, je n'avais pas vraiment pris ses paroles au sérieux, mais le masque était joli et bon marché, alors je l'ai pris. Quand je suis rentré chez moi, je l'ai accroché dans mon salon. Les premiers jours, tout allait bien. Mais rapidement, des choses étranges ont commencé à se produire. Des bruits dans la nuit, comme des chuchotements venant des murs, des objets qui changeaient de place sans raison apparente. Au début, j'ai mis ça sur le compte de la fatigue, mais cela devenait de plus en plus fréquent. Un soir, alors que je m'endormais sur le canapé, j'ai vu une ombre se déplacer dans le coin de la pièce, près du masque. Mon cœur s'est emballé. Je me suis levé d'un bond, mais il n'y avait rien. Seulement ce masque, qui semblait me fixer avec ses yeux vides. Le lendemain,
j'ai décidé de le retirer et de le mettre dans un placard. Mais cela n'a fait qu'aggraver les choses. Cette nuit-là, j'ai fait un cauchemar. Dans mon rêve, une silhouette sans visage, mais portant le masque, se tenait au pied de mon lit. Elle murmurait des mots que je ne comprenais pas, mais chaque syllabe semblait peser sur ma poitrine, comme une malédiction. Je me suis réveillé en sursaut, trempé de sueur. J'ai su que le masque était la cause de tout cela. J'ai cherché à comprendre d'où il venait, et j'ai découvert que de nombreux objets artisanaux en Haïti étaient liés à des pratiques vaudou. Certains masques, en particulier, étaient utilisés lors de rituels pour invoquer des esprits. Le vendeur m'avait dit qu'il portait chance, mais je me demandais si c'était vraiment le cas. Désespéré, j'ai essayé de me débarrasser du masque. Je l'ai jeté dans une rivière, loin de chez moi. Mais quelques jours plus tard, il était de retour, posé sur mon canapé, comme s'il n'était jamais parti. Je suis allé voir un prêtre vaudou dans ma ville, espérant qu'il pourrait m'aider. Il m'a dit que le masque était lié à un esprit, et que tant que je le possédais, cet esprit resterait attaché à moi. La seule solution, m'a-t-il dit, serait de l'enterrer dans un cimetière, loin de toute habitation. Je ne sais pas si cela a fonctionné. Depuis que j'ai fait cela, les chuchotements ont diminué, mais je sens toujours une présence dans ma maison, quelque chose qui attend patiemment dans l'ombre. Le jour où j'ai reçu cette étrange enveloppe dans ma boîte aux lettres, je n'ai pas su quoi en penser. À l'intérieur, il y avait une petite poupée de tissu, à peine plus grande qu'une main, avec des traits grossièrement brodés sur son visage. Il n'y avait aucune note, aucune explication. Juste la poupée. Au début, je n'y ai pas prêté attention, pensant que c'était une sorte de blague de mauvais goût. Je l'ai mise dans un tiroir et je l'ai oubliée. Mais quelques jours plus tard, des événements bizarres ont commencé à se produire. Un matin, j'ai renversé ma tasse de café sans raison apparente. Le soir, je me suis coincé les doigts dans une porte. Puis, j'ai commencé à ressentir des douleurs étranges dans mon dos, comme si on me plantait des aiguilles. En cherchant une explication, mes yeux se sont posés sur la poupée. Par curiosité, j'ai pris une aiguille et l'ai plantée dans le bras de la poupée. Instantanément, une douleur fulgurante a traversé mon propre bras. C'était impossible. Je l'ai retirée, mais la douleur a persisté. À ce moment-là, j'ai compris que cette poupée n'était pas ordinaire. Elle avait un lien avec moi, un lien que je ne pouvais expliquer. J'ai essayé de la jeter, mais chaque fois que je rentrais chez moi, elle était là, posée sur une étagère, comme si elle m'attendait. Un soir, alors que je la regardais fixement, une pensée effrayante m'a traversé l'esprit. Si cette poupée avait un tel pouvoir sur moi, qu'est-ce qui m'empêchait de l'utiliser contre les autres? J'ai pris la poupée et j'ai pensé à une personne qui m'avait récemment causé des ennuis au travail. J'ai planté une aiguille dans son pied. Le lendemain, cette personne boitait, se plaignant d'une douleur soudaine et inexpliquée. Le pouvoir de la poupée m'effrayait, mais il m'attirait aussi. Chaque jour, je l'utilisais un peu plus, prenant un sombre plaisir à voir les résultats de mes actions. Mais avec chaque utilisation, je sentais quelque chose changer en moi, comme si une partie de mon âme se corrompait. Finalement, j'ai compris que la poupée n'était pas simplement un outil de vengeance. Elle exigeait quelque chose en retour. Chaque fois que je l'utilisais, je sentais son emprise sur moi se renforcer. J'ai tenté de la brûler, mais elle ne faisait que revenir, intacte, chaque fois plus présente. Maintenant, je ne sais plus comment m'en débarrasser. Elle est toujours là, posée sur mon bureau, ses yeux brodés me fixant, attendant que je cède à nouveau à sa tentation. Tout a commencé le jour où j'ai assisté par accident à un rituel vaudou. C'était un après-midi ordinaire. Je me baladais près de la plage lorsque j'ai vu un petit groupe de personnes rassemblées autour d'un feu. Ils chantaient, et des objets étranges étaient disposés tout autour. Curieux, je me suis approché discrètement, essayant de comprendre ce qu'ils faisaient. Quand l'un des participants m'a vu, il a crié quelque chose, et le groupe s'est dispersé. Je n'y ai pas pensé sur le moment, mais cette nuit-là, j'ai commencé à faire des cauchemars. Je rêvais d'une silhouette sombre qui me regardait depuis l'ombre, des yeux rouges brillants perçant le noir. Chaque nuit, la silhouette se rapprochait un peu plus. Le lendemain,
je me suis réveillé avec des marques étranges sur mes bras. Des petites coupures, comme si quelque chose m'avait griffé pendant mon sommeil. Cela a continué les nuits suivantes, et la silhouette dans mes rêves devenait de plus en plus présente, comme si elle attendait quelque chose de moi. J'ai décidé d'en parler à un ami qui connaissait un peu les pratiques vaudou. Il m'a regardé avec gravité et m'a dit que j'avais probablement interrompu un rituel. Ce genre d'esprit, m'a-t-il expliqué, pouvait être extrêmement dangereux s'il n'était pas apaisé correctement. Mais c'était trop tard. L'esprit m'avait choisi comme cible. Chaque jour, je sentais sa présence de plus en plus fort. Des objets se déplaçaient dans ma maison, des murmures résonnaient dans mes oreilles, même quand j'étais seul. J'ai essayé de l'ignorer, mais l'esprit ne me laissait aucun répit. J'ai consulté un prêtre vaudou, désespéré. Il m'a dit que l'esprit ne me lâcherait pas tant que je n'aurais pas complété le rituel. Un soir, alors que je me préparais à suivre les instructions du prêtre pour apaiser l'esprit, la silhouette est apparue dans ma chambre, plus grande et plus terrifiante que jamais. Elle s'est approchée de moi, tendant une main déformée. J'ai fermé les yeux, suppliant pour que cela s'arrête. Lorsque je les ai rouverts, la silhouette avait disparu, mais l'atmosphère dans la pièce était encore lourde, comme si elle m'observait toujours. Je ne sais pas si l'esprit est vraiment parti, ou s'il attend simplement que je commette une nouvelle erreur. Mais une chose est certaine, je ne suis jamais seul, même quand je le crois. J'avais toujours trouvé du réconfort dans le silence des cimetières. Mon travail de gardien de cimetière, bien que peu conventionnel, me permettait de m'isoler et de réfléchir, loin du chaos du monde extérieur. Le cimetière où je travaillais était ancien, avec des tombes datant de plusieurs siècles, et situé au bord d'une petite ville des Antilles. Les nuits étaient paisibles, jusqu'à ce que je commence à remarquer quelque chose d'étrange. Tout a commencé par des offrandes. Des bougies, des fleurs, des petites poupées de tissu déposées au pied de certaines tombes. Je pensais que c'était simplement des traditions locales. Mais un soir, alors que je faisais ma ronde, j'ai vu une silhouette se déplacer entre les pierres tombales, rapide et silencieuse. Je l'ai suivie, pensant qu'il s'agissait d'un simple visiteur, mais en tournant à l'angle d'un mausolée, elle avait disparu. Les offrandes ont commencé à devenir plus sinistres. Des ossements d'animaux, des bocaux remplis d'une étrange poudre noire, et des dessins tracés dans la terre autour des tombes. J'ai même trouvé une croix plantée à l'envers sur une tombe récemment creusée. Un soir, en inspectant l'une des plus vieilles parties du cimetière, j'ai entendu des murmures. Il n'y avait personne, mais les voix semblaient venir de la terre elle-même. J'ai ressenti un frisson parcourir mon dos. Les rituels que je pensais être inoffensifs avaient un but plus sinistre. J'ai commencé à faire des recherches et découvert que le cimetière était un lieu connu pour les pratiques vaudou. Des familles venaient y exécuter des rites pour communiquer avec les morts, pour demander protection ou vengeance. Mais il y avait un groupe particulier, une secte qui utilisait ces rituels pour des raisons bien plus sombres. La nuit suivante, je suis retourné au cimetière. Le ciel était couvert, et l'air était lourd, presque suffocant. En arrivant près des tombes récemment ornées des offrandes, j'ai vu plusieurs personnes, toutes habillées de noir, se tenant en cercle autour d'une tombe ouverte. Ils chantaient dans une langue que je ne comprenais pas, et au centre, un objet brillant émergeait de la terre, comme une pierre précieuse. Je me suis caché derrière un arbre, mon cœur battant à tout rompre. L'un des membres du groupe a levé une lame vers le ciel avant de la planter dans le sol. À cet instant, une force invisible m'a cloué sur place. Je ne pouvais plus bouger. Les murmures se faisaient de plus en plus forts, et une ombre gigantesque semblait sortir de la terre elle-même. J'ai réussi à m'enfuir cette nuit-là, mais je n'ai jamais raconté à personne ce que j'avais vu. Le cimetière est resté sous surveillance, mais je sais que ce qui s'y passe dépasse l'entendement. Depuis, chaque nuit, je sens une présence derrière moi, comme si les ombres du cimetière me suivaient, attendant le bon moment pour réclamer leur dû. Je n'avais jamais connu mon grand-oncle. Il avait quitté la Martinique bien avant ma naissance, et ma famille parlait peu de lui. Il vivait seul dans une vieille maison sur une colline, loin de tout, isolé. Quand il est décédé, ses dernières volontés étaient claires, la maison devait me revenir. C'était étrange, étant donné que nous n'avions jamais échangé un mot.
mais mes parents m'ont encouragé à prendre possession de l'héritage. La maison en elle-même avait un air sinistre, une aura que je n'arrivais pas à décrire. Lorsque je suis arrivé sur place pour la première fois, une brume épaisse entourait la colline. Dès que j'ai franchi le seuil, une odeur humide, presque putride, m'a envahi. C'était comme si la maison avait absorbé toute la douleur et la tristesse qui s'étaient accumulées au fil des décennies. Les premiers jours, j'ai tenté de remettre la maison en ordre. Elle était en mauvais état, mais je m'étais engagé à la restaurer. Mais dès le début, j'ai ressenti une présence étrange. Rien de trop évident au départ, des portes qui grinçaient sans courant d'air, des ombres dans les coins, et cet étrange sentiment que je n'étais jamais vraiment seul. Un jour, en nettoyant le grenier, je suis tombé sur une vieille malle en bois. À l'intérieur, des objets m'ont immédiatement frappé, des statuettes, des poupées ornées de perles, et des sachets remplis de ce qui ressemblait à des herbes séchées et des ossements. Je n'y connaissais rien, mais tout me paraissait rituel. J'ai hésité à toucher ces choses, mais j'ai fini par tout remettre en place. Je ne savais pas quoi en faire, mais quelque chose au fond de moi me disait que je n'aurais jamais dû les déranger. La nuit suivante, les choses ont empiré. Je me suis réveillé en sueur, le souffle court, après avoir fait un cauchemar où une silhouette sombre m'étranglait. En me levant pour boire un verre d'eau, j'ai entendu un bruit sourd venant du grenier. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai pris une lampe torche et suis monté. La porte du grenier était légèrement entr'ouverte. J'étais certain de l'avoir fermée. À l'intérieur, tout était comme je l'avais laissé, sauf un détail, une des poupées que j'avais replacées dans la malle était maintenant posée sur une chaise, face à moi. C'était impossible. Chaque nuit, les bruits augmentaient. Des murmures, des coups sourds dans les murs. Un soir, j'ai senti une présence derrière moi. En me retournant brusquement, je n'ai rien vu, mais la pièce était glaciale. Mon corps était pris de tremblements incontrôlables. J'ai décidé de partir dès le lendemain. Le matin venu, alors que je préparais mes affaires pour fuir, j'ai remarqué un changement. Mon reflet dans le miroir n'était plus le même. Mon visage semblait plus pâle, mais très tiré. C'était comme si quelque chose me vidait peu à peu de ma vitalité. Avant de quitter définitivement la maison, j'ai appelé un ami qui connaissait un peu les rituels caribéens. Il m'a dit quelque chose qui m'a glacé le sang, cette maison, elle a été marquée. Ce que tu as trouvé, ce sont des protections ou des malédictions. Il se pourrait que ton grand-oncle ait été impliqué dans des pratiques vaudou. En quittant la maison, j'ai jeté un dernier regard sur la colline. La brume semblait s'épaissir, presque vivante. Je n'ai jamais cherché à y retourner. L'héritage était maudit, et j'étais convaincu que si je m'étais attardé plus longtemps, la maison m'aurait pris, tout comme elle avait pris mon grand-oncle. En 2018, ma famille a organisé une réunion à la maison familiale en Guadeloupe. C'était un moment pour célébrer nos racines, pour se retrouver tous ensemble. Nous étions tous rassemblés dans cette vieille maison, un peu délabrée, qui appartenait à notre famille depuis des générations. Elle se situait à flanc de colline, entourée de champs de canne à sucre. Tout le monde racontait des anecdotes, mais il y avait toujours une certaine tension quand il s'agissait d'évoquer l'histoire de nos ancêtres. Un soir, après quelques verres, mon cousin a évoqué une histoire que peu de gens voulaient aborder. « Tu sais pourquoi cette famille a toujours prospéré ? Non, m'a-t-il dit. Je lui ai répondu que c'était simplement une question de travail acharné. Mais il a éclaté de rire. Non, non. Il y a un pacte. Nos ancêtres ont fait un pacte avec une prêtresse vaudou. En échange de richesses, ils ont dû sacrifier un membre de la famille chaque génération. Je pensais qu'il plaisantait. Mais en voyant son regard grave, j'ai compris que quelque chose ne tournait pas rond. Le lendemain matin, j'ai demandé à ma tante, la plus âgée de la famille, si cette histoire était vraie. Elle s'est renfermée, refusant de me répondre. Plus tard, mon cousin m'a pris à part. « Tu veux vraiment savoir ?» m'a-t-il demandé. J'ai acquiescé. Il m'a alors raconté que chaque génération, depuis 3 siècles, un membre de la famille mourait dans des circonstances étranges, toujours sans explication. Un accident, une maladie soudaine, ou même une disparition inexpliquée. Les semaines qui ont suivi cette réunion ont été marquées par une série d'événements de plus en plus troublants.
Mon cousin, celui qui m'avait parlé du pacte, a eu un grave accident de voiture, presque mortel. Un autre cousin, à peine âgé de 30 ans, est tombé gravement malade sans explication médicale claire. Chaque jour, je ressentais une pression croissante, comme si un poids invisible pesait sur moi. Un soir, j'ai fait un cauchemar. J'étais dans la vieille maison familiale, mais tout était différent. Les murs suintaient, l'air était lourd, irrespirable. Une silhouette m'attendait dans le salon. Elle portait des vêtements d'une autre époque, mais je savais instinctivement que c'était la prêtresse dont mon cousin m'avait parlé. Elle m'a souri, mais ce sourire n'était pas amical. « Le pacte doit être honoré », a-t-elle murmuré. Je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant à tout rompre. Mais ce qui m'a vraiment terrifié, c'est que, dans mon lit, près de mon oreiller, il y avait une petite poupée faite de paille et de tissu, avec un collier de perles noires. Je n'avais jamais vu cet objet avant. J'ai confronté ma famille une nouvelle fois, exigeant des réponses. Ma tante, après de longues minutes de silence, a finalement craqué. Ton grand-père, ton grand-oncle, ils ont tous payé le prix du pacte. Nous avons essayé de rompre ce lien, mais nous ne pouvons pas. C'est ainsi que nous avons survécu. Mais quelqu'un d'autre doit toujours payer. J'ai senti un frisson glacé me parcourir. Les récents accidents, la maladie. C'était moi, cette fois. J'étais le prochain sur la liste. Mon corps s'est mis à trembler de peur. J'ai quitté la Guadeloupe le lendemain, mais peu importe où je vais, cette peur reste avec moi. Le pacte ne peut pas être rompu, et je sais, au fond de moi, que mon tour viendra. Je n'aurais jamais pensé partager quoi que ce soit sur Internet, mais ma sœur passe beaucoup de temps ici et m'a suggéré de raconter certaines de mes histoires. J'ai 30 ans, je suis un homme et je travaille comme infirmier diplômé. J'ai quelques histoires étranges liées à mon métier, mais celle-ci est probablement la plus effrayante qui me soit arrivée. Après avoir obtenu mon diplôme, une amie qui est aussi infirmière m'a convaincu de déménager à la Nouvelle-Orléans avec elle. Je viens du Midwest, d'une petite ville tranquille avec moins de 2000 habitants. Alors, la Nouvelle-Orléans a été un vrai choc culturel pour moi. Mais à 21 ans, j'adorais l'ambiance festive. Nous travaillions tous les deux de 12h à 22h, et après le boulot, on sortait faire la fête. Je travaillais aux urgences, un environnement souvent chaotique et intense, mais étant un accro à l'adrénaline, c'était parfait pour moi. Un vendredi soir, il me restait moins d'une heure de travail, et tout était plutôt calme. Puis, tout à coup, le chaos a éclaté. J'ai entendu 2 femmes crier en suivant un brancard où un vieil homme était transporté par les ambulanciers. L'homme avait l'air dans un état déplorable, il sentait littéralement la mort. Il avait une plaie sur les fesses qui pourrissait, de la fièvre élevée et du liquide dans les poumons, ce qui le faisait presque se noyer dans ses propres fluides. Alors que je l'examinais, les 2 femmes hurlaient, se lamentaient et chantaient de manière hystérique. Le médecin m'a demandé, ainsi qu'à un autre infirmier, de les faire sortir. J'ai essayé de prendre doucement la main de la femme plus âgée pour l'éloigner, mais elle a commencé à me frapper et à me maudire dans une langue étrangère. Mon collègue, André, un grand gaillard qui ressemblait à un joueur de football américain, a commencé à lui parler dans ce que j'ai appris plus tard être une sorte de créole français. Ce qu'il leur a dit a semblé fonctionner, car elles ont fini par quitter la pièce. Nous avons continué à aider le médecin, mais l'homme a fait un arrêt cardiaque. Nous avons tout essayé pour le ranimer, mais il est mort. André a accompagné le médecin pour annoncer la nouvelle à la famille, tandis que je restais pour aider une autre infirmière à préparer le corps pour la morgue. Peu après, j'ai entendu des cris et une alerte de sécurité. Je ne suis pas très grand, je fais environ 1m70, mais je fais de la musculation et je sais me défendre. Je me suis précipité, car nos agents de sécurité mettaient souvent du temps à arriver. À l'avant, la femme plus jeune retenait la plus âgée qui hurlait au visage du médecin et d'André. Finalement, la jeune femme a réussi à la traîner dehors, et je suis allé voir André et le médecin. André était en sueur, visiblement bouleversé. Je lui ai demandé ce que la femme disait. Apparemment, elle nous tenait pour responsables de la mort de son mari. André m'a expliqué qu'elle pratiquait le vaudou et qu'elle nous avait maudits, le médecin et moi, pour ne pas avoir sauvé son mari. Le médecin et moi avons rigolé et j'ai terminé ma journée. Quelques semaines plus tard,
en arrivant au travail, j'ai vu plusieurs collègues en larmes, complètement bouleversés. Le médecin, que je vais appeler John, avait eu une hémorragie cérébrale massive. Il était mort dans son sommeil. J'ai d'abord pensé que c'était une coïncidence tragique, même s'il était jeune et en bonne santé. Mais plus tard dans la journée, André m'a trouvé à la cafétéria. Il m'a dit que le docteur était mort à cause de la malédiction, et que l'un d'entre nous serait le prochain. Je ne suis pas superstitieux, donc j'ai haussé les épaules et lui ai dit qu'il délirait. C'était la dernière fois que je le voyais vivant. Cette nuit-là, André s'est endormi au volant et a percuté une voiture en sens inverse. Après cet événement, j'ai quitté mon emploi à l'hôpital et suis retourné dans ma ville natale. J'ai consulté mon prêtre, qui m'a trouvé un peu fou, mais il m'a quand même donné sa bénédiction. Cela fait maintenant 9 ans. Je travaille toujours comme infirmier, mais je vis en Californie. Je ne saurai jamais vraiment si les accidents qui ont tué le docteur et André étaient des coïncidences. Je suppose que je ne le saurai jamais. Je suis toujours à l'affût des marchés aux puces et des brocantes. Il y a quelque chose de fascinant à fouiller dans des objets anciens, à imaginer les histoires qu'ils peuvent cacher. C'est lors d'un voyage en Haïti, il y a quelques années, que j'ai trouvé le talisman. Il était au fond d'un étal poussiéreux, parmi des babioles sans grande valeur. Il s'agissait d'une sorte de collier avec un pendentif en bois sculpté, surmonté de petites pierres incrustées. L'homme qui tenait le stand, un vieil haïtien à la peau ridée, m'a fixé longuement avant de me dire « ce n'est pas à vendre ». Cela a attisé ma curiosité. Je lui ai offert une somme bien plus élevée que ce qu'il pourrait espérer gagner en une journée. Après un moment de réflexion, il m'a donné le talisman, mais son regard avait changé. « Faites attention », m'a-t-il dit d'un ton grave. Je n'ai pas pris ses paroles au sérieux. De retour chez moi, j'ai rangé le talisman sur une étagère avec d'autres souvenirs de voyage. Mais dès la première nuit, j'ai fait des cauchemars. Des rêves où des silhouettes indistinctes dansaient autour d'un feu, murmuraient des paroles incompréhensibles, et me regardaient avec insistance. Leur présence était oppressante. Je me réveillais en sueur, le cœur battant, sans savoir pourquoi je me sentais aussi effrayé. Les jours ont passé, et les cauchemars ont empiré. Je me réveillais avec des marques sur le corps, des égratignures que je ne pouvais pas expliquer. Des objets dans mon appartement semblaient se déplacer tout seuls. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'était ce sentiment constant d'être observé, même quand j'étais seul. J'ai parlé du talisman à un ami qui s'y connaissait un peu en culture haïtienne. Dès que je lui ai montré le collier, son visage s'est assombri. « Tu dois te débarrasser de ça », m'a-t-il dit. Il m'a expliqué que ce type de talisman pouvait être utilisé dans des rituels de protection, mais aussi dans des malédictions. En particulier lorsqu'il était volé. Je n'avais pas volé ce talisman, mais en insistant pour l'acheter, je l'avais arraché à son propriétaire légitime. J'ai décidé de retourner en Haïti pour restituer l'objet, mais à peine avais-je pris cette décision que les événements ont pris une tournure encore plus étrange. Les lumières chez moi clignotaient sans raison. Des bruits de pas résonnaient dans l'appartement alors que j'étais seul. Un matin, en me levant, le talisman n'était plus à sa place. Je l'ai retrouvé posé délicatement sur mon lit, comme s'il m'attendait. Terrifié, j'ai tenté de le détruire. Mais peu importe ce que je faisais, il revenait toujours, intact. J'ai fini par comprendre que ce talisman n'était pas qu'un simple objet. Il me liait à quelque chose de beaucoup plus ancien et plus sombre que je ne l'aurais imaginé. Le voyage pour le restituer n'a jamais eu lieu. Chaque jour, je ressens sa présence, pesante, et je sais qu'il est trop tard. Je suis lié à lui pour de bon. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.